Morning Business, le débat. Moscou contre-attaque, Nicolas Dose. Absolument, oui. Donc il y a un décret, là c'est officiel, hein. C'est le Premier ministre Mikhail Mishustin qui l'a annoncé. Et donc là, l'objectif, il s'agit d'essayer de trouver une solution coercitive pour empêcher les investisseurs étrangers de quitter la Russie. Parce que la liste commence à être impressionnante. En l'espace de 48 heures, ça a commencé par BP, souvenez-vous. Puis il y a Shell aussi. Alors ils sortent à la fois les parts qu'ils détiennent dans les entreprises russes, ils arrêtent les projets en cours. Total Energy n'est pas allé jusque-là. Ils ont dit on gèle nos investissements en Russie. Donc, futur. Voilà, on n'en rajoute pas. Mais hier, on a eu Boeing qui a pris ses distances avec la Russie. On a eu Ford, on a eu Apple qui décide de plus vendre de téléphones en Russie. Et idem pour ExxonMobil. Et donc, il s'agit de mettre en place des moyens effectivement coercitifs pour essayer de maintenir les investisseurs étrangers. C'est du contrôle des capitaux, le bon vieux contrôle des capitaux. Au moins, c'est pas de la nationalisation ou de la spoliation. D'accord. Non, d'accord. Ce sont des mesures qui se veulent temporaires. En 2014, lors des précédentes sanctions, il y avait eu toutes ces rumeurs de contrôle des capitaux. À l'époque, Moscou avait démenti. Alors j'aime bien l'explication du Premier ministre russe qui dit oui, ça va donner comme ça le temps aux entreprises étrangères de ne pas prendre une décision dans l'urgence sous pression politique. Vous savez, Nicolas, tout à l'heure, on était et d'avoir un avis éclairé. On était en direct avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Il était content de cette mesure parce qu'effectivement, il y a une telle pression du gouvernement français pour sortir de Russie qu'il préfère qu'on gèle un peu la situation, franchement. Non, mais la pression est effectivement très forte et il y a quand même plein d'entreprises qui prennent des décisions. Par exemple, CMA CGM ne va plus desservir les ports russes. C'est pas sous pression politique. Mais c'est plus facile pour les grands groupes que pour les PME. C'est plus facile pour un porte-conteneur de ne plus aller dans les ports russes et d'aller dans les ports du reste du monde. Et puis, le Kremlin s'apprête aussi à mobiliser carrément 10 milliards d'euros de sa poche, cette fois-ci, pour prendre des parts d'entreprises russes. Parce que quand vous avez BP qui vend 20% d'un gazier ou d'un pétrolier, il n'y a pas grand monde pour les acheter aujourd'hui, les 20%. D'ailleurs, s'ils veulent les vendre, il faut d'ailleurs qu'il y ait des acheteurs. Ça va être un petit problème pour tous ceux qui vont prendre leur distance avec les titres russes. Et puis il faut bien voir qu'un contrôle des capitaux, c'est exactement comme ce qu'on avait vu en Grèce au moment de la crise des dettes souveraines. Il s'agit aussi de limiter les retraits d'argent, notamment de la population. On a vu qu'il y avait commencé à avoir des files d'attente se créer. Mais il y a même d'ailleurs des hommes d'affaires russes qui prennent aussi leur distance. Le patron d'un aéroport de Moscou a démissionné. Idem pour le patron d'un groupe télécom qui s'appelle VEON en Russie. Alors que dit le droit, que dit Maître Yoda du droit international et de l'économie? Écoutez, je pense que ces mesures sont assez traditionnelles. Oui. Pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Grèce, puisque là, c'est un contrôle d'échange sur les flux capitaux vers l'étranger. Et donc, on retrouve les règles de l'économie basique, c'est-à-dire le triangle de Mundell. Vous ne pouvez pas avoir la liberté de circulation des capitaux, déterminer votre taux d'intérêt et stabiliser votre taux de change. Et donc, à partir du moment où la Russie décide de stabiliser son taux de change, et elle le fait toute seule, c'est-à-dire vous pouvez stabiliser votre taux de change si, sur le marché d'échange, les gens en face de vous aident. Ouais. C'est-à-dire si, quand les gens vendent des dollars pour avoir des roubles, vendent des roubles pour avoir des dollars, les gens qui ont les dollars disent il n'y a pas de problème, je vais racheter les roubles. Ce qui n'est pas la situation actuelle. C'est-à-dire quand vous avez des roubles sur le marché d'échange, plus personne n'en veut. Et donc vous êtes obligé à ce moment-là de mettre un contrôle pour stabiliser votre monnaie. Donc ne plus pouvoir vendre d'investissement en roubles, enfin de pouvoir de roubles. Quoi. Oui, vous ne pouvez plus utiliser le rouble à très court terme. Et donc c'est prévu par les statuts du FMI, ça s'appelle l'article 14. Il y a beaucoup de pays qui sont en situation d'article 14, c'est-à-dire il y a beaucoup de pays qui sont en contrôle d'échange, dont la Chine. Je rappelle quand même que la Chine n'est pas encore en situation de totale liberté de circulation des capitaux. Donc ça, c'est une mesure à court terme pour stabiliser le rouble, parce que pour l'enjeu pour la Russie, c'est effectivement d'éviter une crise d'inflation qui pénaliserait considérablement la population. Concernant l'équilibre financier à moyen terme de la Russie, je rappelle quand même que le budget de l'État russe s'équilibre à $40 le baril. Donc en ce moment, même des bénéfices. Il fait des bénéfices, des excédents. Même si c'est sur la base de $40 le baril, sur la base d'un écoulement et d'une capacité à vendre, qui est une capacité de tendance moyenne. Et pour l'instant, on ne les empêche pas à vendre ni du pétrole ni du gaz. Au contraire, on se dit, si jamais on le faisait, c'est nous qui en serions les principales victimes. C'est-à-dire que Monsieur le maire qui veut écrouler l'économie russe, s'il empêche les Russes de nous vendre du pétrole et du gaz, on va revenir au ticket de rationnement de la crise de Suez de 1956 ou à 1973 où on avait arrêté les programmes de télé à 23 heures pour faire des économies d'énergie. Vous vous rendez compte? C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas interdit toutes les banques russes, on autorise celles qui permettent de faire du commerce du gaz. Du commerce. Et tout à l'heure, à l'OPEP+, l'Arabie Saoudite a dit qu'elle voulait continuer à travailler avec la Russie. Mais bien sûr, l'Arabie Saoudite, elle a l'équilibre de ses comptes
à 80 $ le baril, donc je peux vous dire qu'ils sont ravis. Ouais. Le seul ennui pour l'Arabie Saoudite, c'est que l'Iran équilibre ses comptes à 90-100 $ le baril. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, le grand bénéficiaire de l'opération, indirectement, c'est l'Iran. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'en termes de pétrole, on a un peu atteint les limites, donc on ne peut pas vraiment augmenter la production de manière considérable, donc on a besoin de la Russie aussi. Quoi qu'il arrive. Et alors après, à moyen terme, la question qui se posera, c'est est-ce qu'on nationalise ? Ouais. Et je pense que pour l'instant, la Russie n'est pas sur cette logique-là. Donc c'est vraiment une mesure qui est une mesure de contrôle de change pour garder la liberté de détermination des taux d'intérêt et essayer de stabiliser le taux de change. Merci messieurs. Jean-Marc Daniel, un petit live ce soir pour expliquer, pour répondre à toutes les questions sur la crise ukrainienne. Si 18h50, c'est ça ? 18h50. Sur Instagram, très bien. Merci. Sur Instagram, Jean-Marc Daniel, parfaitement, sur Instagram.